Bonjour à tous, bienvenue à H7, l'accélérateur responsable de la métropole de Lyon. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans le accélérateur. On accompagne les entreprises dans leur croissance et leur impact depuis 2019. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir à nouveau dans notre format Dans un fauteuil, qui dure 1h30 pour vous permettre de découvrir le parcours d'une dirigeante, pour le coup, avec Isabelle. Isabelle, directrice générale de 1% for the Planet France. Comment tu vas, Isabelle ? Ça va bien, merci Adrien, merci de m'accueillir ici. Avec plaisir. Avant de rentrer dans le détail, à main levée, qui travaille dans une entreprise mécène de 1% for the Planet ? Ok, une victoire. Et qui travaille dans une organisation qui bénéficie des dons de 1% for the Planet ? Ok. Bon. Il y a du potentiel dans les deux cas. Ouais, c'est ça, exactement. Avant de rentrer dans ton parcours, Isabelle, je voulais revenir sur quand même 1% for the Planet, c'est quoi ? Finalement, c'est un mouvement d'entreprises à l'échelle internationale qui ont pour vocation à se mobiliser pour l'environnement. Ça a été lancé par Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, en 2002, où l'idée c'était de responsabiliser les entreprises dans leur impact vis-à-vis de la planète. Depuis 2002, ça a été des milliers et des milliers d'entreprises qui se sont engagées, qui ont collecté énormément d'argent, plusieurs millions, dans plus de 90 pays du monde. Et ensuite, du coup, ça s'est lancé en France à partir de 2014. L'antenne s'est créée en 2014. Et toi, en parallèle de 13 ans d'activité au sein de Patagonia, on y reviendra sur la partie RSE, tu as décidé de reprendre finalement cette antenne-là en 2015. Juste en quelques chiffres, en France, c'est le passage de 80 à 1200 mécènes depuis 2014 et 64 millions, si je ne me trompe pas, d'euros collectés pour des organisations qui luttent contre les projets environnementaux. Du coup, ma première partie, l'idée, c'est qu'on traverse finalement la genèse et ton action à travers 1% for the Planet. On va creuser, mais globalement, ton avenir n'était pas du tout destiné à travailler dans une ONG à l'origine. Comment t'en es arrivé à te retrouver à être directrice générale France de 1% for the Planet ? Alors, c'est vrai qu'au départ, j'étais, quand j'ai fait mes études, j'ai fait des études dans l'école de commerce et j'ai commencé à travailler dans le marketing. Et donc, j'ai fait une sorte de voie royale, travailler pour une entreprise internationale dans l'agroalimentaire en Suède. Et heureusement, j'ai une sorte de moment de lucidité. C'était dans ce genre d'entreprise, vous avez des budgets à faire sur... donc je m'occupais de plusieurs marques, de biscuits, de moutarde, d'eau. Et il fallait faire des projections de budget, et donc c'était en tonnes. Et un jour, je me suis dit, waouh, je ne veux pas me retourner. Donc à l'époque, j'avais une petite vingtaine d'années. Je me disais, je ne peux pas me retourner à 40 ans en me disant, voilà, j'ai vendu tant de tonnes de biscuits. Et c'est ça mon accomplissement. Et donc, heureusement, j'avais fait un voyage juste après mes études, avant de travailler pour cette entreprise. J'avais fait un voyage autour du monde. Et pardon, j'ai un peu honte, mais à culpa, j'ai grillé tout le CE2 à ce moment-là. Néanmoins, ça a eu comme vertu de me faire prendre conscience d'une certaine fragilité du monde en étant dans un endroit extraordinaire qui s'appelle l'île des Pins. Et c'est vraiment tout bête. C'est là que dans mon carnet de bord, je me suis notée comme une sorte de promesse. Je veux travailler pour la protection de l'environnement. Et à l'époque, donc, en rentrant de ce voyage, j'avais ce petit carnet. J'ai emporté ce carnet avec moi en Suède et j'ai commencé à travailler dans le marketing tête baissée. Mais j'ai retrouvé ce petit carnet et je me suis dit, waouh, stop. Il ne faut pas suivre cette voie-là. On est en quelle année là ? Là, on est en 1996. Ok, donc tu prends conscience de ça en 1996. Ouais. Okay. Mon voyage, c'était 1993. J'avais 22 ans. Et partie en Suède. Et puis, retrouver ce petit calepin et prendre la décision de bifurquer. Donc, tu vas en Suède, tu travailles dans cette entreprise. Et ensuite ? Ensuite, je décide de reprendre mes études. Donc, cette entreprise me propose un super job à Paris, machin. Et je dis non, j'en veux pas. Et là, j'ai trouvé une formation. Il y en avait deux en France. Il y en avait une à Paris, à Jussieu, et une autre à Strasbourg à l'époque, donc de gestion et génie de l'environnement.
et que j'ai suivi, et ce qui m'a permis vraiment de basculer et de bifurquer vers la protection de l'environnement. Ça a été la meilleure décision que j'ai prise, donc relativement jeune, puisque j'avais une petite vingtaine d'années. Et ça m'a permis après de plus en plus d'aller dans le secteur environnemental, d'abord pour Yves Rocher et ensuite pour Patagonia. Et c'est le fait de mettre le pied chez Patagonia, sorte de, évidemment, le Graal pour un job qui est à la fois dans le business et la protection de l'environnement. C'était le mieux que je puisse trouver à l'époque. Et ça m'a encore plus convaincu qu'il fallait que je continue dans cette voie. Et Patagonia ayant créé le 1%, c'était un peu la voie royale pour reprendre le 1% après. Et donc ça, tu restes 13 ans, oui, avec des positions différentes au sein de Patagonia, j'imagine? Oui. Oui, au début, je m'occupais de communication, de marketing et d'environnement. C'est un peu comme, c'est un peu l'histoire du 1%. Si tu commences à avoir plein de casquettes, tu fais tout. Enfin, donc là, c'était marketing, com et environnement. Donc la philanthropie de Patagonia à l'époque. Et après, sur la fin de mon temps chez Patagonia, j'étais vraiment directrice RSE, enfin le CSR manager, pour l'Europe. Donc c'était à la fois la réduction de l'empreinte de l'entreprise dans ces matières utilisées pour la partie européenne, parce que tout était quand même très centralisé, mais il y avait un sourcing européen pour certaines matières. Et puis, évidemment, toute la philanthropie européenne, donc plus ou moins l'équivalent du 1% généré par l'Europe et redistribué à des associations européennes. Et donc, cette expérience, je veux bien qu'on creuse et que tu prennes du recul. Tu retiens quoi de 13 ans de Patagonia? Et c'est quoi tes 3 plus gros apprentissages, justement, de cette expérience? Franchement, c'était une expérience extraordinaire. J'avais un super job, c'était une super entreprise, ça l'est toujours. J'en retiens vraiment du bonheur et une continuité dans un engagement environnemental, parce que j'étais rentrée un peu quand même junior chez Patagonia. Et c'est là que j'ai appris plein de problématiques environnementales. Pourtant, c'est une entreprise, hein, mais finalement, c'était comme si on travaillait presque pour une ONG. Donc on avait des conférences environnementales avec des associations, on nous incitait à aller manifester, apprendre à faire du mécénat de compétences. À l'époque, c'était jusqu'à 2 mois financé par Patagonia pour travailler pour une association. Et j'ai travaillé pour une association dans les Alpes déjà, alors que j'habitais Paris à ce moment-là. Mais ça m'a vraiment mis dans l'engagement militant. Ça m'a mis dans le bain et ça m'a montré que c'était possible de faire ça aussi dans un cadre entrepreneurial, en fait, que c'était aussi une façon de faire du business, c'était aussi comme ça. Donc voilà, c'était chouette. Okay. Tu passes du coup d'une entreprise de Patagonia, une organisation, à une ONG qui est 1% for the Planet en 2014, qui est créée en France. Donc tu ne la crées pas, mais tu la rejoins en 2015. Tu peux déjà nous repartager le rôle et le fonctionnement de 1% for the Planet, parce que j'ai peut-être oublié des choses. Et surtout, qu'est-ce qui, toi, t'a amené à vouloir changer de challenge et saisir ce nouveau challenge-là? Alors, le 1% pour la planète, donc c'est effectivement c'est différent de Patagonia, même si c'était fondé par Patagonia, mais c'est un organisme à but non lucratif. C'est un fonds de dotation en France. Donc, c'est une entité, une association à but non lucratif 501C aux États-Unis et un fonds de dotation en France, mais qui partage la même mission. À savoir convaincre les entreprises de reverser 1% de leur chiffre d'affaires à des associations environnementales présélectionnées. En fait, au départ, Yvan Chouinard, il est parti d'un constat qui est à peu près identique maintenant, qui est que la cause environnementale est très peu soutenue. Donc seulement, aux États-Unis, c'est vraiment ridicule, c'est 3% des sommes venant des entreprises et des fondations, donc du mécénat, est dirigée vers la cause environnementale. En France, c'était jusqu'à il n'y a pas très longtemps 7%, donc c'est guère mieux. 9% maintenant, ça progresse. Donc on va tirer ça comme élément positif. Néanmoins, ça reste peanuts par rapport, à la préoccupation des citoyens, en particulier de la jeunesse, et par rapport aux enjeux auxquels on fait face déjà et on va faire face. Donc ce constat-là, ça les a boostés pour créer le 1% pour la planète et pour lui donner cette mission-là, parce que eux, c'était des hommes d'affaires, enfin ce sont des hommes d'affaires, et donc ils ont tout de suite pensé que c'était au monde du business, de l'entrepreneuriat, de faire cette différence, de faire ce choix-là.
et notamment via le chiffre d'affaires et via la philanthropie, en ponctionnant une portion de son chiffre d'affaires avec un message. Leur grande intelligence, c'est d'avoir trouvé un message ultra simple. C'est 1% du chiffre d'affaires avec le chiffre 1, le petit logo. Donc globalement, tout le monde comprend qu'il y a une histoire de pourcentage des ventes. Alors, parfois, il y a une confusion entre vente et bénéfice, mais là, globalement, les gens comprennent facilement le message, puis c'est très international. Et donc le mode opératoire et la mission qu'on a, nous, en France, dans le fonds de dotation, comme peuvent avoir les équipes aux États-Unis pour l'international, c'est de convaincre les entreprises de faire ce 1%. Et donc notre travail, c'est de militer pour ça, c'est-à-dire d'être en contact avec les entreprises et de trouver... alors on ne part pas de rien, on ne s'adresse pas à des entreprises qui n'ont aucun intérêt, qui n'ont aucun engagement, on s'adresse à des entreprises qui ont déjà un pied quand même dans une certaine sensibilité. Et on va essayer de trouver avec elles le périmètre qui peut bien s'orchestrer dans ce 1%. Parce que ça peut être toute l'entreprise, comme Patagonia, comme Caudalie, ou ça peut être éventuellement une marque. Par exemple, les yaourts Vrais, c'est l'entreprise Olga qui est basée à côté de Rennes. Donc c'est la marque Vraie qui porte le message 1%. Ils ont trouvé que c'était celle qui était la plus à même de porter ce message-là vis-à-vis des consommateurs. Et on va jusqu'à un périmètre encore plus restreint qui est une gamme, mais là on met un minimum de philanthropie, qui est de 20 000 euros par an, c'est-à-dire un périmètre de 2 millions d'euros par an. Donc nous, notre travail, c'est déjà ça, c'est de faire en sorte qu'il y ait des entreprises qui comprennent ce mécanisme de la philanthropie, l'intérêt d'être en lien avec des associations présélectionnées, l'intérêt par rapport à leur marque employeur, par rapport à leur notoriété, etc., et par rapport à la lisibilité de leur engagement philanthropique. Donc c'est ce premier travail-là. Le deuxième qu'on a, évidemment, pour que tout cet édifice tienne, c'est la vérification. Le 1% tient parce qu'il y a une vérification extérieure, et c'est l'intérêt pour les entreprises, c'est de se dire, plutôt que de moi autoproclamer je suis philanthrope, mais par rapport à quoi finalement une cacahuète ou un truc plus important, finalement, on ne peut pas se rendre compte en tant que citoyen ce que c'est. Donc le 1%, ça donne un cadre et ça donne un montant minimum. Et donc nous, notre travail aussi dans l'équipe, c'est de vérifier, parce qu'évidemment que les promesses soient bien tenues. Ça, c'est une partie du travail. Et la partie la plus importante, qui est vraiment la mission même du 1%, parce que bon, tout ça, c'est pas juste d'avoir un nombre de membres et de faire des contrats et de vérifier qu'ils donnent bien 1% du CA. Le plus important, c'est de faire en sorte qu'il y ait de l'argent qui passe d'entreprises membres, d'entreprises mécènes, aux associations environnementales qu'on a présélectionnées, sachant que c'est un flux à 85% direct. Ça ne transite pas par le 1%, c'est du mécénat direct de l'entreprise vers les associations. Donc c'est amplifier en fait cette philanthropie, amplifier les sommes et faire en sorte qu'elles transitent, enfin qu'elles passent d'une poche à une autre le plus rapidement possible. Très clair. Comment t'en reviens à prendre ce challenge-là? Parce que de ce que tu nous partageais, tu avais déjà une grosse casquette du coup de RSE, mais là on passe quand même sur d'autres responsabilités, où c'est toi qui portes ce sujet-là en France. Qu'est-ce qui t'attire dans ce challenge-là à l'origine? Alors, au début, j'étais toute seule, hein, donc c'était un challenge avec un périmètre assez restreint. Comme tu disais, il y avait 80 membres, donc c'était gérable toute seule, et je n'étais pas dirigeante en soi, je dirigeais que moi, en fait, et mon temps. Mais la différence, c'est de basculer effectivement d'une entreprise, parce que Patagonia est une entreprise, même avec une vocation environnementale, vers le monde du non-profit, d'une association, d'un fonds de dotation. C'est quand même très différent. Et je n'avais pas cette culture-là, donc il a fallu que j'apprenne ce que c'était que voilà, le milieu non lucratif, la fiscalité des entreprises, donc un certain nombre de choses que j'ignorais. Donc c'est voilà, déjà apprendre tout ça. Mais c'était pour moi tellement logique. Et déjà chez Patagonia, c'était mon objectif. Hein. Je voulais le stade d'après que j'anticipais, c'était de basculer pour une ONG en fait. Donc ça s'est présenté comme une surprise et comme une offre merveilleuse et voilà. Moi, la question qui me taraude, c'est est-ce que c'est Yvan Chouinard qui t'a proposé ça?
Non, c'est pas Yvon Chouinard en personne, mais c'est ses équipes en fait qui nous ont mis en relation et qui savaient qu'il y avait une recherche. Donc ça a quand même joué évidemment en ma faveur le fait d'avoir travaillé pour Patagonia. J'ai eu la chance de rencontrer Yvon plusieurs fois. Évidemment, merveilleux bonhomme, ultra charismatique, il est hyper attachant. Ouais, c'était une grande chance. Okay. J'y reviens, du coup, on en parlait. One Person for the Planet, ça a été initié par Patagonia. C'est quoi les relations que tu as, toi, encore aujourd'hui, avec Patagonia et One Person for the Planet Monde, du coup, US plutôt? Avec Patagonia, c'est un lien de parenté. Y a le fondateur, c'est Yvon Chouinard, Craig Matthews aussi, mais évidemment, on parle beaucoup plus d'Yvon. Le lien est plus proche. Et pour avoir travaillé pour Patagonia, de fait, je connais bien l'historique. J'ai baigné dedans, je suis tombée dedans quand j'étais petite presque. Donc, il y a un lien qui est important. Il ne faut pas non plus que ça soit un lien unique parce qu'on veut attirer d'autres entreprises aussi du milieu de la outdoor. Donc, il ne faut pas qu'on soit consanguin non plus, mais il est proche. Et puis en plus, l'entité française et pour le sud de l'Europe est basée vraiment à quelques kilomètres de là où on est basé. Donc, on a un lien physique régulier. On les fait intervenir. Et on utilise tout le temps le cas de Patagonia comme élément qui peut inspirer d'autres à faire pareil. Sur la philanthropie, et puis même, ça nous permet aussi de déborder. J'utilise aussi mon expérience chez Patagonia, d'implication des collaborateurs, par exemple, pour le mécénat de compétences, le choix des projets philanthropiques pour que ça puisse servir à d'autres entreprises dans le cadre du 1%. Est-ce que tu ressens ça comme un frein, les entreprises mécènes que vous allez contacter, de faire la perspective à Patagonia, qui est quand même une entreprise B2C, outdoor, là où tu vas aller peut-être choisir des entreprises qui sont plus dans le monde du B2B? Est-ce qu'elles arrivent à se projeter aussi sur ça? Franchement, je pense qu'ils vont inspirer toutes les industries, tous les métiers, et je pense que ça sort vraiment de l'outdoor et ça va bien au-delà. Donc, ça n'est pas un problème d'utiliser cet exemple-là. Et puis, pour répondre à ta question par rapport aux États-Unis, de quelle manière on se positionne, si je ne me trompe pas. Donc, il y a l'entité américaine qui est basée dans le Vermont, à Burlington. On travaille vraiment, on partage la même mission. La différence, on a quelques petites différences qui peuvent être évidemment culturelles. La vision de la philanthropie qui n'est pas tout à fait la même, notamment sur peut-être nous on se met un peu plus de frein en France sur l'acceptation d'entreprises qui se mettrait moins aux États-Unis et puis il y a évidemment des questions fiscales différentes voilà, mais le socle est identique, c'est le même travail globalement. Je pense que c'est intéressant de venir sur cette différence de culture. C'est quoi pour toi la grosse différence et en quoi les États-Unis peuvent accepter une entreprise qui est peut-être pas hyper transparente sur certaines choses, mais qui s'engagerait avec 1%, et en France, au contraire, on est très vigilant? En fait, si je prends des exemples de secteurs, on va être plus regardant sur un certain nombre de secteurs et sur le risque que ça peut faire peser sur le 1%. Peut-être qu'ils sont plus optimistes sur leur capacité à faire changer l'entreprise de l'intérieur et se dire on peut accepter éventuellement tel ou tel secteur parce qu'on va les contaminer de l'intérieur et les faire progresser. Et nous, on est un peu plus frileux. Donc je dis pas qu'il y a un bon mode ou un mauvais mode opératoire, c'est que je pense que les Français sont un peu plus critiques et ont peut-être un regard par rapport au greenwashing qui est plus acerbe. Donc nous, on ne s'autorise pas l'entrée d'un certain nombre d'entreprises de certains secteurs. Peut-être qu'on est, je crois qu'on se limite plus. Ok, volontairement parce que de par culture française. Volontairement, probablement pour ces différences culturelles et oui, sur cette. Et tu partageais tout à l'heure que mine de rien, un des premiers focus, c'est d'aller chercher les entreprises qui sont assez convaincues. Comment tu vas chercher les autres? Vous mettez pas d'énergie pour le moment, ou est-ce que vous faites quand même des actions de sensibilisation? Alors,
Non, globalement, on touche principalement celles qui ont la capacité à comprendre notre message. Donc, c'est, par exemple, si on participe à un salon, ça va être le salon Change Now la semaine prochaine, ça va être Natexpo, qui rassemble l'alimentation et l'industrie cosmétique bio. Ça va être ProDurable, donc on est quand même dans l'entre-soi, un peu. Donc, on ne sait pas encore... automutilé pour aller voir vraiment faire de la prospection pure et dure vers des industries qui auraient du mal à comprendre notre message en fait. Mais il y a déjà, il y a déjà tellement de personnes à convaincre dans ce secteur-là qui a un tout petit pied dans l'engagement que on va faire ça par étapes. Puis on y reviendra, vous êtes une dizaine de personnes en France, donc il y a déjà pas mal de boulot. Oui. Je te propose qu'on passe à la deuxième partie. L'idée, c'est qu'on aille creuser sur la gestion de la croissance de One Person for the Planet et surtout les défis à relever sur les prochaines années, parce qu'il y a de grandes ambitions. Donc vous êtes passé de 80 à 1200 mécènes sur le territoire français en même pas 10 ans. Ça a été quoi les actions que vous avez été mises en œuvre pour atteindre ces résultats? Et à l'inverse, c'est qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Alors, les actions qu'on a mises en place pour cette croissance, en fait, donc, comme je le disais, effectivement, au début, j'étais toute seule, mais le principe du 1%, c'était le même. C'était convaincre des entreprises, les mettre en relation avec des associations, vérifier que les promesses étaient tenues et amplifier. Le modèle, il n'a pas changé. Et très rapidement, en fait, je me suis dit que pour la mise en relation avec les associations, je n'allais pas pouvoir faire du conseil personnalisé, même avec seulement 80 entreprises à l'époque, mais qu'il fallait mettre en place un système plus efficace. Et donc, une des premières choses qu'on a créées au sein du 1%, je dis on parce que même si j'étais seule en tant qu'employée, dès le départ, j'avais quand même un conseil d'administration avec donc des administrateurs bénévoles qui m'ont donné du temps, du jus de cerveau pour m'aider à faire cette progression. Et donc, on a créé un événement qui s'appelle les Rencontres pour la planète, qui existe toujours, donc qui existe depuis 2016. Et qui a pour vocation à faire un effet de filtre, en fait. On a un appel à projets annuel, on présélectionne les meilleurs projets environnementaux parmi 200 candidatures sur les 800 associations agréées. On n'en sélectionne que 40, on les forme au pitch, un peu comme un mode start-up, hein, on les forme au pitch et on les invite à pitcher chacune 8 minutes devant un parterre de mécènes qui ont des oreilles bienveillantes sur le côté environnemental. Et c'est des membres 1%, des fondations, des entreprises qui ne sont pas membres. Donc en fait, on a utilisé cet événement de mise en relation porteur de projet qui pitch en 8 minutes et il a 200 personnes en face de lui. Il n'a pas 10 millions d'euros en capacité philanthropique du 1%, il y en a 40, donc c'est un facteur 4. Maintenant, hein, au début, ce n'était peut-être pas le cas. Mais on a utilisé aussi ça en fait, pour montrer ce qu'est le 1% concrètement. C'est X projets, il y a des porteurs de projets qui expliquent ce qu'ils font sur le terrain. Et c'est la meilleure manière finalement de partager au plus grand nombre la mission du 1% et de donner envie de passer par le 1% pour sa philanthropie. Donc ça a été notre façon en fait, de convaincre plus d'entreprises de nous rejoindre. Et ça, est-ce que ça, disons que les mécènes dans ce cadre-là, ils reviennent à chaque fois? Est-ce que tu as un système d'ambassadorat aussi? Comment est-ce que vous poussez ça aussi au sein des membres existants? Alors, nos meilleurs ambassadeurs, c'est nos membres quand même. C'est nos administrateurs aussi. Et puis, oui, enfin, on a utilisé un système d'ambassadorat qu'on ne fait plus d'ailleurs. Enfin, on avait vraiment quelques ambassadeurs. On avait Vandana Shiva, on avait Yann Arthus Bertrand, on avait Tristan Lecomte, et j'ai bien entendu le dernier, je ne vais pas m'en souvenir, Samuel Le Bihan. Donc un peu tous azimuts, mais ça c'est difficile en fait de gérer justement des ambassadeurs. En revanche, on a plus centré nos efforts pour avoir soit des entrepreneurs un peu clés, Elisabeth Laville d'Utopie par exemple, ou Clément Molavé d'Opal, qui ont du coup participé à une campagne, un shooting pour faire nos campagnes print. On a fait ça avec des entrepreneurs en se disant, le fait de mettre ces entrepreneurs en avant, ils ont une certaine aura, une certaine influence, ils vont pouvoir convaincre autour d'eux. Et puis surtout des entreprises. Ces entreprises-là n'ont pas la capacité à faire des publicités eux-mêmes, donc c'était un peu win-win. Et après, on a même poussé, la campagne d'après, ça a été des binômes
entreprise association, donc pour montrer un tel a aidé une telle à financer un projet, etc. Donc pour montrer plus le côté impact. Donc c'est plutôt comme ça qu'on a utilisé des porte-paroles ou des figures du 1% pour concrétiser l'impact. Tu as une idée aujourd'hui du nombre de secteurs d'activité que vous arrivez à adresser à travers en fait, 1%? c'est toutes industries, à part celles qu'on va bannir, mais il y a du service, du conseil en communication, en RSE, évidemment, les cabinets de RSE, il y en a pas mal. Et après, il y a de l'industrie cosmétique, alimentation, donc plus le B2C, l'outdoor. Mais après, il y a des professions libérales, il y a des dentistes, il y a des avocats, il y a des photographes, des guides de haute montagne. Il y a de tout. Ok, tu as aussi... Dès que tu fais un chiffre d'affaires, il y a des auto-entrepreneurs comme des entreprises, des ETI. Dès que tu fais un chiffre d'affaires, tu peux donner 1%. Ok, intéressant. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vraiment, vous êtes cassé les dents et tu t'es dit avec du recul, bon, c'était peut-être pas la bonne piste. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand tu m'as posé cette question-là, je me suis dit, il y a forcément des trucs qui n'ont pas marché. Il y a des gens qu'on n'arrive pas à garder, par exemple. Mais je ne peux pas dire qu'on ait pris une route où on se soit planté, parce qu'on a été prudent aussi. On n'a pas, je ne sais pas, augmenté l'équipe de manière radicale. On a fait petit pas par petit pas, plutôt en travaillant, en gérant les risques dès le départ, en se posant les questions on va d'abord limiter les risques, pour progressivement les évacuer au maximum et continuer à croître. Croissance organique. Croissance organique, à la Yvan Chouinard. Ok, parfait. Tu en as justement parlé juste avant, la notion de conserver les membres. Malheureusement, en ce moment, c'est quand même avec la conjonction économique et tout ça, c'est assez compliqué pour pas mal d'entreprises de continuer à s'impliquer sur plein de sujets, notamment peut-être sur celui-là. Comment vous faites pour les conserver, ces mécènes? Alors, il y en a à peu près 10%, il y a moins de 10% mais, qui sortent chaque année. Donc, la plupart du temps, c'est des toutes petites entreprises qui étaient très enthousiastes à l'idée de rentrer et qui n'ont pas réussi à faire à persévérer dans le 1%, parce qu'1% du chiffre d'affaires, c'est beaucoup. Si vous faites vos calculs, vous pouvez voir que c'est pas mal, hein, mine de rien. Et donc, effectivement, la pérennité de l'engagement n'est pas forcément évidente pour les toutes petites structures. Donc notre travail avec mon équipe, c'est de donner de la valeur à l'adhésion, c'est de faire en sorte que ces entreprises-là considèrent que ça reste incontournable. Donc si on met de côté la situation économique qu'elles peuvent subir ou un contexte géopolitique qu'elles peuvent subir, si c'est une entreprise qui est saine, on essaye de lui donner toutes les clés pour avoir intérêt à rester. Donc c'est l'organisation d'événements, de mise en relation avec des associations, c'est faciliter leur philanthropie, c'est valoriser le fait d'avoir une philanthropie qui est vérifiée, qui n'est pas autoproclamée. Et c'est vraiment sans arrêt rappeler la force du collectif, tout le temps montrer que, et c'est ce qui ressort des rencontres pour la planète, c'est d'être tous sur un temps relativement restreint que sont 2 jours à cofinancer des projets. Donc quand vous avez un projet qui cherche, je sais pas, 50 ou 60 000 euros et qu'on fait un tour de table et qu'au final on arrive à faire cette collecte-là, ça je crois que c'est ce qui fait qu'une entreprise a envie de continuer. Plus satisfaisant. Est-ce que parce qu'au fil de l'année, alors j'imagine ces journées-là, elles sont ponctuelles. T'en fais combien dans l'année? Les rencontres pour la planète, c'est 2 jours, c'est 15 et 16 octobre 2024, c'est à Paris. Mais en fait, on reproduit, on fait des mini-événements. Là, il y en a un le 16 mai à côté de notre siège, à côté de Bluffy, donc près d'Annecy. Et donc, on essaye d'en faire un par trimestre à Paris. Et demain, c'est ici, c'est à Lyon. Donc on essaye de bouger et de faire ces rencontres à droite et à gauche le plus fréquemment possible, parce qu'on sent que c'est une demande en tout cas. On fait une analyse annuelle des besoins de nos membres, et c'est une des choses qui ressort, c'est d'avoir plus de rencontres dans le collectif, et pas qu'entrepreneurs, mais aussi avec les porteurs de projets. Est-ce que les entreprises mécènes savent exactement à qui elles font de la donation?
Oui, parce qu'elles donnent en direct, donc elles choisissent. Okay. C'est elles-mêmes qui choisissent. Okay. L'intérêt du 1%, en fait, c'est que chaque mécène choisit son récipiendaire, son ou ses récipiendaires, et on l'incite à faire ce mécénat direct pour faire ce lien, par exemple, avec des collaborateurs qui vont choisir vers qui donner le 1% qu'ils génèrent par leur travail. C'est hyper intéressant pour inciter ton équipe à s'impliquer ou pour recruter les meilleurs. C'est un paramètre hyper important pour la jeunesse notamment. C'est quel sens tu vas donner à ton travail. Donc, du coup, j'ai perdu le fil. Dans la relation entre les deux, c'est en direct. Donc la relation, c'est effectivement, d'où l'intérêt de maintenir une relation principalement en direct. Après, nous, parfois, on est un intermédiaire aussi parce que y a un certain nombre de mécènes qui ne savent pas comment, par quel bout prendre la philanthropie. Ils n'ont pas les ressources nécessaires en interne pour avoir quelqu'un qui va s'en occuper, soit parce qu'ils ont une trop grosse entreprise mais qui n'est pas encore avec du mécénat, soit parce qu'ils sont trop petits. Et donc là, ils nous le confient et nous, on fait une attribution, on attribue les dons à des associations agréées par un système d'appel à candidature et de choix collégiaux et publics. Donc tout est transparent. On a un rapport annuel qui est transparent et notamment, vraiment, l'événement des rencontres pour la planète, c'est le moment où nous-mêmes, on attribue un maximum de fonds avec un petit mécanisme dont on parlait tout à l'heure, qui est l'abondement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est vrai que nous, on est une organisation qui est plutôt B2B, c'est-à-dire qu'on s'adresse aux entreprises, on s'adresse assez peu aux consommateurs ou aux citoyens, parce qu'il est d'abord citoyen avant d'être consommateur. Mais l'avantage des rencontres pour la planète, c'est qu'il y a toute une première partie qui est l'engagement de la société civile, où les 40 projets qui viennent pitcher au mois d'octobre, le mois d'avant, ils sont en ligne, avec chacun une petite vidéo d'1 minute. Et donc, ils ont une page de crowdfunding chacun, on va les aider à communiquer, on va leur donner des outils de communication pour qu'ils lèvent un maximum de fonds auprès de la société civile. Et pour inciter tout un chacun à donner, on abonde les dons. Donc, c'est une sorte de promo du don, parce que en tant que personne, si on te dit, si tu donnes 10, quelqu'un d'autre va donner, le 1% va donner 10, et l'association elle va recevoir 20, et toi, ça va te coûter 3,40 € après défiscalisation. Du coup, mentalement, tu sais que c'est ultra efficace. Et donc, tu vas donner plus et plus rapidement, parce que évidemment, c'est sur un temps limité. Donc, avec ce mécanisme-là, les 1,2 million d'euros qu'on a réussi à donner aux 40 projets au mois d'octobre, c'est une combinaison de la société civile, des entreprises mécènes et non mécènes, et du 1%. Donc, c'est intéressant. Les initiatives comme ça, elles se sont créées finalement au fil de l'eau. Vous n'avez pas eu cette idée-là dès le départ, j'imagine, d'abonder ou en tout cas d'imaginer ce format-là. C'est vrai. C'est quoi le rôle, vous y pensez tout seul, ça? Est-ce que tu as des partenaires qui vous amènent ces réflexions-là? Les mécènes aussi qui ont peut-être des bonnes idées en termes de solutions financières, tu vois? Écoute, je crois que chaque année, on peut améliorer notre impact et faire en sorte qu'il y ait une philanthropie plus importante. Et donc, on tire les fils de la pelote au maximum, que ce soit en discutant dans l'équipe ou avec les administrateurs ou avec d'autres parties prenantes. Parfois, c'est des propositions qui nous sont faites et on dit « Ok, banco, on y va ». On a justement, c'est l'intérêt de cette petite équipe, c'est son agilité. On peut... banco, ça c'est une bonne idée, on y va, quoi. Capacité à mettre en action rapidement, quoi, pour le coup. Oui. Ouais. Il y a un des dilemmes quand même dans votre activité, tu en as parlé un peu au début, c'est que vous voulez rester aligné avec votre mission et du coup de potentiellement devoir refuser des entreprises qui ne sont pas alignées avec votre activité. Est-ce que tu peux nous partager justement des situations où le choix n'a pas été facile et surtout nous dire comment vous faites au quotidien pour garder en ligne de mire ces engagements-là? Nous, on a plein de startups ici qui quotidiennement sont ballottées d'un côté à l'autre, ils ont des belles opportunités avec des entreprises et autres, mais s'éloignent des fois un peu de leur mission. Ça serait quoi le bon conseil et vous, comment vous faites? Je dirais que c'est de plus en plus facile. Ça l'était moins il y a quelques années. Quand on n'avait pas beaucoup de membres et on pouvait avoir des propositions, c'est toujours tentant. Et refuser pouvait être un peu compliqué, un peu plus difficile. Et maintenant, en fait, maintenant qu'on a une sorte de ligne de mire, on a quasiment 1200 membres, on a dépassé les 10 millions d'euros de philanthropie annuelle et
certes, on veut progresser en poids philanthropique, mais ce n'est pas à n'importe quel prix. Et donc, on a mis en place un mécanisme qui est assez fréquent dans les organisations comme ça. C'est très classique pour la plupart des ONG environnementales et probablement d'autres. C'est de mettre un cadre sur ce qui rentre et ce qui ne rentre pas. Et donc, tout ce qui est en dehors de ce cadre ne rentrera pas. Donc, c'est évidemment le tabac, la pornographie, l'armement. Et en même temps, personne de ces industries nous ont contactés. Donc, ça, c'est facile. Et à chaque fois, on me pose la question, est-ce que si Monsanto, Bayer vous proposez, ou Total, j'ai toujours 2 exemples, donc je réponds toujours la même chose, ça sera non, on ne les prendra pas. Et la probabilité qu'ils se tournent vers nous est tellement faible que je ne pense pas qu'on va faire un comité là-dessus. Mais sinon, ce qui nous a surtout aidé, en fait, c'est d'avoir... On fonctionne par un groupe de travail au sein de la gouvernance. C'est l'intérêt en fait, de ce type d'organisation, c'est qu'il y a des administrateurs bénévoles et ils se sont spécialisés par affinité, connaissance. On a un GT éthique et transparence. On a convoqué un aujourd'hui, ça a duré une demi-heure. On avait 2 questions. Une entreprise du monde de la chimie, facile, et une entreprise du monde de la cigarette électronique, facile aussi. Ça a pris une demi-heure, mais ça a été une concertation. Et donc, ça allège le poids sur l'équipe de se dire, oui, on ne sait pas trop, oui, mais quand même, ça ferait beaucoup de philanthropie pour un tel. En fait, c'est une décision collégiale. Ça sort du cadre. On va pas... voilà, du coup, on a refusé parce qu'on a considéré que c'était un risque réputationnel. Et finalement, une philanthropie oui, qui était plus risquée, ça allait plus nous enlever qu'autre chose, en fait. Donc voilà, on prend les décisions comme ça. Ça me fait penser, ces entreprises-là, du coup, que tu refuses, c'est quoi leur réaction? Et est-ce que ça vous est arrivé d'être un peu stigmatisé en disant que vous êtes trop exclusif ou des choses comme ça? Écoute, pas encore, et il n'y a pas de bois pour... la plupart du temps, elles sont préparées mentalement parce que c'est pas, la décision n'intervient pas comme un cheveu sur la soupe. On leur a expliqué que, vu leur secteur, elles sont bien conscientes quand même, hein, vu leur secteur, leur demande d'adhésion passe par un comité interne avec les administrateurs, donc c'est questionné. Donc elles sont, la plupart du temps, ça se passe bien. Ouais. Et d'autant qu'on leur dit que voilà, si vous voulez utiliser l'outil 1% en open source, les associations, elles sont visibles sur notre site. Ils peuvent faire le même travail philanthropique sans le 1%. Alors ok, il n'y aura pas la vérification, il n'y aura pas le logo 1%, mais il y a la capacité à sourcer des très bons projets quand même. Donc go, go, go. Yeah, libre là-dessus. L'objectif, il est d'atteindre 2000 membres et 100 millions d'euros collectés d'ici 2026. C'est ambitieux. Oui. C'est quoi les plus gros défis à faire face pour ces 2 gros chiffres? Eh bien, j'en discutais tout à l'heure, on ne va pas y arriver tout seul. Donc, sur cette année et l'année suivante, c'est faire des alliances avec des autres groupes d'entrepreneurs, Bilab, le mouvement Impact France, les entreprises à mission, la CEC par exemple, ou d'autres mouvements qui sont plus côté philanthropique, comme le Centre français des fondations et fonds de dotation. Voilà, faire alliance avec ceux qui portent des projets qui sont tout à fait compatibles, qui ciblent à peu près les mêmes entreprises pour qu'on porte ensemble des événements, des messages, pour être plus efficace ensemble. Donc c'est, je pense, comme ça qu'on va tendre vers ces 100 millions et puis continuer à montrer la simplicité, l'efficacité du 1%, toujours en montrant ça, qu'on va pouvoir inciter d'autres à faire pareil. Il y a 4 millions d'entreprises TPE, PME en France, donc 2000, ça devrait pas être... ça devrait être faisable. C'est ambitieux, mais c'est faisable. C'est faisable. Ouais, exactement. Aux États-Unis, et leur approche, parce que c'est pareil, j'imagine qu'ils ont des grandes ambitions au niveau international. Oui. C'est quoi les bonnes pratiques que vous avez pu prendre ou des choses qu'ils font différemment que vous pourriez peut-être exploiter? Alors aux États-Unis, ils sont une équipe de plus d'une 50aine de personnes, donc du coup, ils sont en avance par rapport à nous. On est à un stade aujourd'hui en France qu'ils avaient il y a 4 ou 5 ans, en nombre
en taille de la structure et en nombre de membres. Là, ils en sont à gérer une totalité. Si on prend y compris les Français, 5500 membres. Donc la France représente une vingtaine de % de l'entièreté du collectif, ce qui est pas mal par rapport à la taille de la France en soi. Et l'avantage, en fait, c'est que comme on fait partie d'un collectif international, on dispose et nous met à disposition d'un certain nombre d'outils. Le CRM, il est partagé. Il y a un certain nombre d'outils de communication qui peuvent être partagés et à la fois partagés et différenciés aussi. Donc, on offre à nos membres, entreprises et associations, un message qui peut être international et un message qui peut être local. Donc, on duplique nos propres messages en français, on a notre propre site web en français, on a nos propres événements. Les rencontres pour la planète, ça n'existe pas aux États-Unis. Ça nous est spécifique, nos mécanismes philanthropiques aussi. Eux, ils ont d'autres systèmes, ils ont quelque chose qui s'appelle les Planet Impact Funds. Donc, ils font de l'investissement un peu à la Team for the Planet. Ils font de l'investissement et les revenus de cet investissement sont reversés à des associations. Nous, on ne fait pas ça, pas encore. Est-ce qu'on peut faire ça? Je ne sais pas. Et donc, c'est une question qu'on se posera. Nous, on est plutôt aujourd'hui dans un mode opératoire à la fois le principe du 1% de mise en relation, de vérification et d'amplification, et aussi de collecte pour redistribution. Mais on ne fait pas d'investissement. Ok. Tu me partageais dans le point qu'on avait fait ensemble dans le cadrage, vous êtes 11 personnes. Oui. Globalement, ici, je te le partageais, on est sur les entreprises qui sont entre 2 à 10 personnes, un peu plus des fois. Ils ont les mêmes problématiques que vous, c'est être efficace, être ambitieux et sortir la tête de l'eau. Comment tu fais pour conserver ça au sein de 1% et t'assurer qu'on n'explose pas en vol? Alors, sincèrement, j'ai les 2 narines sous l'eau. Donc, je ne sais pas si j'ai des conseils à vous donner là-dessus. Non, mais c'est... je pense que ce qui permet de garder la tête hors de l'eau, c'est d'être aligné avec ses convictions. Et j'ai cette chance-là, c'est que je travaille pour ma passion, qui est la protection de l'environnement. Donc, je suppose que parmi vous, quand vous montez quelque chose, quand vous avez un projet, c'est ce qui vous porte. Et c'est ce qui vous donne des ailes. Donc, je crois que c'est surtout garder son cap, savoir pourquoi est-ce qu'on se lève le matin et continuer à avoir cette mission-là vraiment en ligne de mire au quotidien. Comment tu l'ancres, ça, au quotidien, justement? Est-ce que vous avez des rituels pour ancrer cette mission, des images marquantes, tu vois, parce que c'est souvent des choses aussi qu'on a tendance, nous, à se questionner aussi à Hachette. On a une mission forte, on a des ambitions grandes, mais des fois, dans le quotidien, tu es sous l'eau, tu as des fois du mal à relever la tête et prendre du recul. Est-ce que tu as des bonnes pratiques là-dessus, justement? En fait, le grand moment, au risque de rabâcher le truc, c'est les rencontres pour la planète, c'est de rencontrer les porteurs de projets, c'est les rencontres humaines. Ça, il n'y a pas mieux que de rencontrer des porteurs de projets, de voir les étoiles dans les yeux quand ils voient qu'ils sont financés, et puis d'avoir leurs petits mots et de voir qu'on est utile, en fait. Franchement, c'est la question de l'utilité. Et quand on voit qu'on est utile, ça change tout. 11 personnes, est-ce que tu peux nous partager les différents pôles pour vraiment se rendre compte de où est la plus grosse force dans l'équipe? Donc aujourd'hui, on a 2 entités physiques, enfin on a une seule entité mais répartie dans 2 endroits physiquement. Donc historiquement basée en Haute-Savoie, parce que c'est là où j'habite, donc c'est là où j'ai créé l'équipe. Donc en gros, il y a la direction et les fonctions support. Fonctions support que sont la communication, la compta et la gestion des membres, ça pourrait être une sorte de customer service, mais c'est la gestion au quotidien des membres, y compris leur validation en tant que respect des promesses tenues. Et puis il y a un développement à Paris de tout ce qui est prospection. C'est un nouveau poste d'ailleurs qu'on a créé il y a 1 an. Donc c'est quelqu'un qui va chercher, va au contact des entreprises qui pourraient être membres. Et depuis 1 mois et quelques, j'ai quelqu'un qui s'occupe aussi vraiment spécifiquement de l'environnement, qui est responsable des programmes environnementaux et des partenaires environnementaux pour avoir une proximité plus importante avec les projets, pour assurer du contenu par rapport à l'événement qui est très chronophage sur moi en fait.
Et donc, là, je viens de déléguer cette partie-là, lien environnemental, à cette personne-là. Du coup, ton rôle, toi, au quotidien, finalement, à garder la tête sous l'eau, comment tu fais? C'est possible hors de l'eau. Je fais quelque chose que je ne faisais pas au début, qui est la gestion d'équipe. Gestion des RH, les entrées, les sorties, les souhaits des uns, etc. Ça, c'est beaucoup de temps. Ça, je pense que ça doit vous parler à tous, je suppose. Et c'est ce qui fait aussi l'intérêt, c'est évidemment l'interaction avec des équipes dont certains sont très jeunes. Enfin, il y a pas mal de profils différents, mais donc c'est très enthousiasmant. Et puis, il y a évidemment tout ce qui est construire une stratégie pour l'évolution, la vision du 1%, tout ça en liaison avec une maison mère qui est aux États-Unis, avec des administrateurs qui sont français, donc gérer peut-être aussi des choses qui vont pas forcément toujours dans le même sens d'ailleurs. Et puis voilà, penser aussi à tout ce qui est contrepartie qu'on peut donner à un certain nombre de grands membres et travailler la rétention. Enfin, c'est tout ce travail-là qui permet de penser aux 10 prochaines années. Parce qu'on fête cette année les 10 ans du 1%. Donc, comment est-ce qu'on construit les 10 prochaines années? Comment est-ce qu'on atteint d'ici 2026 ces 100 millions d'euros? C'est tout, c'est mon travail. Est-ce que vous arrivez à impliquer l'équipe sur la stratégie? C'est souvent une question qu'on a. À quel moment tu acceptes de faire partie tout le monde de la réflexion stratégique? Et à quel moment, en fait, c'est ton rôle à toi de le porter hautement? Oui, c'est une bonne question. Alors, j'essaye pour une partie de faire ça de manière collégiale, jusqu'à un certain point, évidemment. Mais c'est vrai qu'une ONG, du coup, il y a les administrateurs qui sont quand même très impliqués. Donc, pour la stratégie, on travaille par groupe de travail. Donc, vraiment, on saucissonne le développement, la communication, l'éthique, les ressources humaines. Et on travaille par pôle. Et on co-construit la stratégie sur ces pôles-là. Et c'est ce que j'ai fait donc avec mes administrateurs pour 2024-2025. On l'a construit, on l'a partagé tous ensemble au conseil d'administration de décembre. Et en janvier, j'ai réuni mon équipe pour leur partager ça. Et pour qu'ils voient le côté, de quelle manière ça se déclinait sur leur partie opérationnelle. Et j'espère de manière suffisamment interactive pour qu'il puisse y avoir des inputs de leur côté et une appropriation de la stratégie de l'autre. Ça, c'est un des sujets qu'on a, nous, beaucoup à Shed, c'est qu'on sait ce qu'on a à faire, mais on a volonté aussi à être toujours force de proposition. Comment tu fais pour trouver cet équilibre à délivrer un maximum de choses, parce qu'il y a des grandes ambitions, et aussi être en capacité des fois de prendre du recul pour proposer des nouveautés, faciliter l'intégration de nouveaux membres, détecter des opportunités? Est-ce que tu as des bonnes pratiques là-dessus aussi? C'est hyper difficile pour le coup. C'est vrai que le paramètre pression et d'être la tête dans le guidon fait qu'on a forcément moins de créativité. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est d'aller dehors, d'aller en pleine nature et d'aller marcher et de prendre du recul. Enfin, moi, c'est ma façon de prendre du recul et Alors j'avoue que des fois je fais de super insomnies, comme tout le monde je pense, et ça c'est pas la bonne méthode, de se dire tiens je vais me lever les 3 heures, je vais peut-être avancer, non. En revanche la marche dehors, apprécier la beauté de la nature, je trouve que c'est une manière, parce que c'est mon sujet, c'est l'environnement, mais c'est probablement une façon de se repositionner et de voir vraiment où est-ce qu'on doit être. Un sujet qui me vient, parce que je me souviens que ta photo LinkedIn, je crois que tu es sur un bateau. Exact. C'est vrai. Comment tu te retrouves à être partenaire d'une épopée Alors non, c'était une très faible épopée. On est sorti je sais pas, peut-être 2 heures donc c'était pas la traversée de l'Atlantique. Votre logo est quand même sur la voile, si je ne me trompe pas. Oui, c'est un bateau qui appartient à La Boulangère, qui est membre avec sa marque La Boulangère Bio, qui sont des pains, viennoiseries industrielles, mais bio.
et qui sponsorise donc un Classe 40, qui est donc un voilier, avec une skippeuse qui s'appelle Amélie Grassi, qui fait les courses, les grandes courses, Route du Rhum, Jacques Vabre, etc. Et donc, il nous offre une visibilité sur, sur les voiles et la coque pour le 1%. Et donc ça, c'est voilà, d'où le logo derrière ma photo LinkedIn. J'étais vraiment sur un bateau, mais modestement sur un tout petit tour dans l'eau au large de La Rochelle. Mais c'est un super bateau et c'est excellent. Il y a d'autres cas où ça s'est passé comme ça, justement parce que tous les gens qui s'engagent pour l'environnement, tu as beaucoup d'alpinistes, notamment avec le fait qu'Yvan Chouinard parte de là aussi au départ, des sportifs de haut niveau, des choses comme ça. Est-ce que vous arrivez à les... T'en parlais au début d'ambassadeurs, il faut arriver à trouver le juste milieu. Est-ce qu'il y en a qui s'approprient au point de devenir eux-mêmes ambassadeurs? Alors il y en a, oui, mais il y a quelques... Je ne suis pas sûre que le monde de l'outdoor soit le plus représentatif de ceux qui s'engagent, étonnamment. Et je pense que c'est tout. Ça n'est pas une question finalement de milieu. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'engagent partout. Okay, donc il y en a effectivement qui deviennent ambassadeurs de fait parce qu'ils ont envie de porter le 1% un peu plus loin que juste l'adhésion. Parfait. On rentre dans la troisième partie. Je te laisse prendre un petit coup d'eau. Dans cette dernière partie, l'idée, c'est qu'on fasse un focus sur l'impact et les externalités d'une ONG comme 1%. Donc là, on va essayer de prendre un pas de recul un peu plus méta. Les citoyens aujourd'hui, notamment en France, parlent beaucoup de tous ces sujets-là. Il y a de plus en plus de craintes sur du greenwashing, du social washing, toutes ces choses-là. J'imagine que c'est un combat quotidien de valoriser vos activités et de prouver que vous êtes transparent et que vous faites les choses de la meilleure façon possible. Comment tu fais face à ces situations au quotidien ? Eh bien, je crois que je l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment toujours penser aux fondamentaux et donc d'avoir un mécanisme de vigilance, d'alerte intellectuelle ou organisée, avec aussi les administrateurs ou le staff, de se dire où sont les risques. Donc les risques, ça peut être par exemple des risques fiscaux et décider de faire un contrat qui sépare la partie philanthropique de l'utilisation du logo. C'est un peu technique, mais donc c'est chronophage, c'est emmerdant parce qu'il faut renvoyer des contrats à 1200 membres et leur dire écoutez, on change de contrat. Donc ça mais c'est inévitable, c'est parce qu'on doit balayer devant sa porte et on doit faire en sorte que le modèle soit solide. Donc je dirais que c'est une façon de faire, c'est de vraiment garder une vigilance de chaque instant sur des sujets critiques. Dans mon secteur, c'est la fiscalité et effectivement, ça peut être le greenwashing. Et la question du greenwashing, du coup, c'est vraiment par groupe de travail, c'est à quel moment il y a un risque réputationnel pour l'ensemble du collectif 1%. Et ça vaut pas seulement pour les entreprises, en fait. C'est aussi, il peut y avoir une association accusée de malversation. Et donc, là, on a justement on a un mécanisme qui est mis en place aux États-Unis et en France de vigilance accrue. Dès qu'il y a une sorte d'alerte, une association, malversation, on enlève cette association de nos associations agréées. On prévient nos membres en disant vous avez financé telle association, attention, il y a un risque, on est en train d'investiguer, on revient vers vous pour vous dire si vous pouvez refaire confiance ou pas. Donc c'est être hyper alerte sur les risques. Un garde-fou en fait, oui. Sans cesse un garde-fou. On a pas mal parlé des mécènes, mais finalement les associations, pareil, il y en a quand même pléthore qui s'engagent pour l'environnement. Comment tu les sélectionnes? Est-ce que tout le monde peut avoir accès à ces donations-là ou comment ça fonctionne? En fait, autant au départ, quand le mécanisme a été choisi par Yvan Chouinard, c'était d'ailleurs plutôt le panel d'associations financées par Patagonia. Et donc, du coup, ils avaient un panel d'associations sérieuses avec un historique de philanthropie de plusieurs décennies. Après, donc ça a fait un premier panel d'associations soutenues. Mais après, la décision a été prise de
plus faire rentrer des associations juste parce qu'elles ont une mission environnementale ou parce que ça a été choisi de faire en sorte qu'elles soient cooptées, entre guillemets. Et cooptées, c'est pas suffisant dans la mesure où, du coup, c'est un membre doit, pour faire rentrer une association, il faut qu'elle reçoive une promesse de don d'un membre et évidemment qu'elle suive un certain nombre de critères. Donc on a des critères qu'elles doivent remplir, ça doit être une mission principalement environnementale, elles doivent avoir une gouvernance saine, un budget sain, avoir la capacité, si possible, d'émettre des reçus fiscaux. Ça, on va dire, ça c'est pas toujours le cas. Mais elles doivent être dans le champ de l'intérêt général et pour la protection de l'environnement. Ce qui n'empêche pas des associations hybrides, c'est-à-dire sociales et environnement, ou genre et environnement, ou insertion et environnement, de rentrer. Mais il doit toujours y avoir, elles doivent toujours avoir déjà un mécène de convaincus. Alors c'est pas facile parce que du coup il y a plein d'associations qui nous contactent, nous disent bah oui mais bon ça veut dire qu'il faut que je contacte vos membres actuels et que je les sensibilise au fait de me donner. Donc c'est pas évident. Mais c'est le seul moyen de se prémunir d'un pool d'associations qui ne serait jamais financé et qui serait hyper frustré. Bon, bah, je suis dans le 1% et en fait, je ne reçois rien. Donc, par principe, c'est avoir une promesse de don et correspondre à un certain nombre de critères pour rentrer. Et tu les facilites, ces rencontres, là, typiquement des associations qui ne sont pas encore dans le dispositif et qui vont aller chercher des Léa Nature, des choses comme ça. Est-ce que tu facilites ces rencontres ou c'est vraiment en autonomie de leur côté ? Ouais, globalement, c'est difficile parce qu'on ne peut pas partager les mails, on ne connaît pas les stratégies philanthropiques de tous nos membres, donc on ne veut pas que ça soit intrusif non plus. Donc c'est un équilibre subtil et c'est probablement quelque chose qu'il faut qu'on développe, notamment avec la personne qui est arrivée dans l'équipe et qui est spécialisée en environnement, c'est peut-être justement se pencher sur le fait d'aller un peu plus vers un certain nombre de sujets, d'être peut-être plus proactif vers des sujets et organiser ces rencontres-là, pareil, au profit de l'intérêt général. Tu me partageais que votre activité, elle ne se limite pas finalement à la philanthropie, à faciliter la philanthropie entre mécènes et associations, mais qu'il y avait aussi des engagements des fois forts pour l'environnement, notamment aux côtés de Patagonia. On en avait parlé par notre call de cadrage. Tu m'avais partagé que vous êtes une ONG donc apolitique. Ouais. Par contre, il y a des combats qui vous tiennent à cœur. Est-ce que tu peux nous partager des exemples de votre mission qui va au-delà de cette action de philanthropie ? Alors c'est vrai que c'est bien de rappeler qu'on est quand même dans un cadre de l'intérêt général. Heureusement, c'est très contrôlé. L'État est très regardant puisque à chaque fois que nous on reçoit des dons, on permet à une entreprise ou éventuellement un individu de défiscaliser. Donc si l'État accepte d'avoir moins de fonds entrants, c'est parce qu'il a un droit de regard sur ce qu'on fait. Et effectivement, l'intérêt général exclut la possibilité d'influencer en politique. Néanmoins, on peut considérer qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont apolitiques, mais par exemple la démocratie, de quelle manière le fait d'intéresser la jeunesse à des outils démocratiques que sont les élections, par exemple européennes, ça peut être quelque chose. On peut considérer que c'est dans le champ de l'intérêt général. Et c'est ce genre de choses qu'on va faire. Aux États-Unis, Patagonia, c'est différent parce que, et en Europe, parce que c'est une entreprise. Donc, ils font exactement ce qu'ils veulent. Donc, il y avait quand j'y étais, il y avait des campagnes au moment des élections qui étaient Vote the Environment. Donc, on savait très bien quel était le message derrière, qui était plutôt démocrate. Et donc, eux, ils peuvent se positionner comme ça. Ils se sont toujours autorisés à faire ça de manière assez radical et même un message sur l'étiquette. C'était vote. Tu l'as en tête ? C'était Get Out Trump, non ? Oui, c'était un peu plus direct, mais c'était le message subliminal. Et donc c'était, ils sont capables de faire ça. Donc donc on va évidemment pas aller en politique. En revanche, on soutient des projets d'associations qui font du plaidoyer. Donc, l'association Bloom qui menait une campagne contre la pêche électrique en Europe en 2021. On a soutenu leur campagne. Ça leur permettait d'aller à Bruxelles pour faire du plaidoyer, pour contacter les parlementaires et faire en sorte que le sujet de la pêche électrique soit en haut de la liste. Et combat qu'ils ont vaincu d'ailleurs.
Est-ce que 1% aux US, là-dessus, c'est différent, justement, leur champ d'action? Est-ce qu'ils ont moins de contraintes, tu vois, avec ce rapport à la politique, entre guillemets, ou vous êtes vraiment au même niveau? Eh ben, c'est une bonne question et je ne peux pas répondre parce que je ne sais pas. Et c'est une question que je vais poser à ma CEO la semaine prochaine. Parce qu'évidemment, on le sait tous, il y a des élections aux États-Unis dans pas très longtemps. Et donc, je ne sais pas si le 1% peut se positionner ou pas. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a les mêmes contraintes pour les mêmes raisons fiscales. Et je pense qu'il n'y a pas possibilité de se positionner ouvertement. Okay. Mais je te dirai ça la semaine prochaine. Avec plaisir. On va rentrer dans la fin de la partie de des échanges. Donc après, vous aurez le temps de poser des questions, je vous rassure. Je te l'avais partagé juste avant. C'est des questions flash que tu n'as pas vues avant. T'es prête? Oui. Si tu devais choisir entre travailler à Patagonia ou à 1%? 1%. Pourquoi? Parce que c'est encore mieux. C'est la même chose, mais en mieux. Non, parce que il y a une grosse différence. C'est un but non lucratif. C'est l'intérêt général, c'est une cause commune, même si Patagonia est extraordinaire. Là, moi, je travaille pour l'intérêt général. Mon but n'est pas de faire Le but d'un Patagonia, peut-être pas de faire du profit non plus, n'empêche que je suis plus dans mon élément. Tu es plus à l'aise avec le fait d'être moins corrélé au business aujourd'hui? Oui. Okay. Est-ce que la high-tech ou la low-tech va sauver l'environnement? Franchement, la high-tech, je ne pense pas. La low-tech, peut-être en partie, mais je ne suis pas... je crois pas. Est-ce que tu te En même temps, sauver l'environnement, c'est un bien grand mot, quoi. Sauver ce qu'on peut sauver, quoi. De ce qui est encore possible. Tu te considères comme militante ou engagée? Engagée. Je ne suis pas suffisamment militante. J'ai pas encore, quand j'arrivais tout à l'heure à Lyon, il y avait Greenpeace à la sortie de la gare et ça j'ai pas fait. Et je suis pas sûre d'être capable. C'est un bon point. Je rebondis là-dessus. Est-ce que ça vous est venu à l'esprit d'initier justement des initiatives comme ça où des bénévoles 1% iraient à la rencontre des gens? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez essayé? Non, parce que en fait, on s'adresse assez peu au grand public. Donc, on n'a pas de base de bénévoles comme pourrait avoir France Nature Environnement ou d'autres, ou Greenpeace. Donc, on est vraiment sur un message B2B. Donc, non, on n'a pas encore développé ça. Priorité à préserver la mer ou la montagne? Là, franchement, c'est difficile. Mais quand même les océans, probablement. Alors que tu es à Annecy. Oui, mais je pense que l'enjeu, il est climatique. Je crois qu'il y a plus d'enjeux encore sur l'absorption du CO2 au niveau des océans. Et les montagnes souffrent d'effets qui peuvent être perturbés au niveau des océans. C'est intéressant parce qu'on avait fait intervenir sur un gros événement qu'on fait à Zero to One à Nantes, l'entreprise Leaf qui fait de l'hydrogène vert. Et dans sa conférence, elle dit que le plus gros problème qu'on parle assez peu, c'est justement les océans. Ouais. Comment tu expliques qu'on en parle finalement si peu alors qu'on parle beaucoup de forêt, déforestation, sécheresse, toutes ces choses-là? Je ne l'explique pas. Très franchement, c'est vrai que, exactement comme tu dis, il y a un attachement, probablement pour une question d'accessibilité. Tout le monde comprend qu'un arbre, ça peut absorber du CO2 et en émettre aussi. Ça, on comprend. Il y a peut-être une question de pédagogie, en fait, de connaissance du milieu des océans versus le milieu de la forêt. Okay. Mieux de travailler dans une entreprise ou dans une ONG? J'ai déjà répondu. Non? Ok, non, je l'accepte. Mais justement, par rapport à ça, et je pense que ça sera le mot de la fin, pour toi, les startups, par exemple, qui sont ici, de quoi elles devraient s'inspirer en termes de pratique d'une ONG, pour toi? L'intérêt général. Ok. On termine sur ce bon mot. Merci à toi, Isabelle. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci. Et du coup, on va prendre place pour des questions, si vous en avez. Francesco, je te laisse. Qui est-ce qui aurait une question? Bonjour. Merci pour toutes vos réponses, c'était super intéressant.
Moi, j'avais une question sur un peu l'actualité du moment avec la France qui a proposé une taxe sur l'ultra fast fashion. Je voulais avoir un peu votre avis sur le fait que les États puissent venir imposer ce genre de taxe et aussi votre avis sur la façon que ça peut prendre, en gros, de décider quels critères on doit mettre en place pour l'efficacité et quels sont les critères qu'on peut mettre en place, et puis votre avis global sur la mesure. Alors très franchement, ça sort un peu de mon sujet, parce que je suis un peu monothématique, pardon. Je suis très philanthropie, donc j'ai du mal à prendre position sur tous les sujets. Néanmoins, sur des questions de taxes, pour avoir travaillé dans le textile auparavant, il y avait eu d'autres taxes mises auparavant sur le fait de mettre des produits sur le marché, donc une taxe sur chaque produit mis sur le marché. Il fallait prévoir le recyclage. Et en fait, globalement, je pense que oui, évidemment, l'État, comme les entreprises et comme les individus, a un rôle hyper important à jouer, ou le législateur sur l'influence et la direction que vont prendre les uns et les autres. Donc, je dirais que sur le principe, je pense que l'État doit prendre son rôle et doit assumer le fait de mettre peut-être des barrages différents. Après, ça pose évidemment plein de questions sur du coup l'accessibilité de ces produits, parce qu'ils sont plus accessibles pour des personnes qui ne peuvent pas se permettre plus d'autres choses. Mais je pense que de toute façon, l'ultra-consommation est le problème, fait partie du problème, donc le textile en est un. Je ne sais pas si j'ai répondu quand même un peu. Rallume le micro. Bonjour. Bonjour. Donc Cédric de Trilly, merci pour tout ce que vous faites, pour votre engagement, c'est super. Merci. Alors j'ai une question, donc vous disiez que vous alliez cibler des entreprises qui sont déjà un peu convaincues de l'intérêt d'être dans ce genre de dispositif, et notamment au travers de salons qui ciblent ces entreprises-là. Sur les autres canaux, comment vous faites pour arriver à sourcer ces entreprises Du style digitaux ? C'est ça la question, ouais. Par exemple. J'ai une équipe com assez fantastique. Elles arrivent à publier pas mal de choses, à être présentes sur tous les réseaux qui se tiennent. Et donc, on est assez présent. Et quand on demande aux membres tout court, comment ils ont entendu parler du 1%, ce qui les a fait venir au 1%, pour un tiers, c'est parce qu'ils ont vu une publicité ou une publication. Donc c'est pas mal. Et là-dessus, en termes de com, il y a effectivement les réseaux sociaux, donc on peut avoir un discours soit de sensibilisation générale, on met en avant les succès de nos associations. On essaye aussi d'avoir un discours quand même positif et de véhiculer, si une association, par exemple, a obtenu l'interdiction de la pêche électrique, on va sauter de joie. Quand Reclaim Finance arrive à obtenir que les investissements dans les fossiles, l'industrie fossile sont enlevés de l'ISR, c'est assez évident, on saute de joie et on le partage. Donc ça, c'est des éléments de communication qu'on est content de partager. Et puis après, il y a aussi, on parlait tout à l'heure du bateau qui porte le logo 1%, le bateau La Boulangère Bio avec Amélie Grassi. On a des partenaires médias. Alors c'est peut-être un peu traditionnel, c'est du print. C'est du print ou de la télé, ou il y en a certains qui sont aussi en digital, mais du coup, ils relaient nos publications et nos campagnes print, où on a même un spot TV, un truc fou. Et donc, ils relaient ça gratuitement. On n'achète pas du tout d'espace, mais ces partenaires médias, il y a le magazine Marmiton, il y a Ushuaïa TV, il y avait Féminin Bio, il y a Alternative Économique. On en a une vingtaine, finalement, qui, du coup, publient nos campagnes. Et c'est comme ça qu'on arrive à élargir un petit peu le champ, même si, c'est à chaque fois qu'il y a de nouveaux magazines qui nous rejoignent, c'est bien parce que ça élargit un peu le cercle. Néanmoins, ça reste un peu quand même dans un cercle de convaincus, parce que ceux qui achètent Alternative Économique ou un certain nombre de supports ils ont déjà un pied dedans quelque part. Donc on peut se poser la question, comment est-ce qu'on sort du cercle en fait ? C'est la difficulté. J'ai répondu à votre question ?
Donc prospection basique, d'aller contacter des entreprises qui sont en dehors d'un cercle élargi quand même, non. En fait, j'ai quand même une toute petite équipe. Hein. Donc on est 8 équivalents temps plein sur toute la France pour faire la gestion de 1200 membres d'entreprises, de 800 associations. Et mener des projets de rencontres philanthropiques. Donc effectivement, on n'a pas encore eu le temps, par exemple, d'aller sur des salons un petit peu différents. Mais ça, c'est en augmentant l'équipe que je vais pouvoir faire ça. Et on va avoir, alors peut-être breaking news, je recrute. Je recrute, a priori, c'est pas encore décidé, mais Annecy, Paris. Parce que justement, on a besoin d'être sur la balle et d'être tout le temps à aller chercher, à aller convaincre des entreprises. C'est un peu moins facile quand même qu'il y a quelques temps. Il faut aller. La situation économique fait qu'il faut aller plus les chercher. Donc peut-être sortir du cercle. Bonjour et merci, c'était passionnant. Alors c'est plus un retour d'expérience qu'une question puisque je représente l'Excase qui est mécène depuis octobre 2023, donc c'est très récent. Donc on est un cabinet d'avocats, donc vous avez parlé tout à l'heure d'avocats. Nos associés ont souhaité créer une fondation, donc on a créé la fondation l'Excase et un des associés a porté le souhait voté par la communauté de soutenir la cause environnementale et de faire partie du collectif 1% for the Planet. Et du coup, on a participé aux rencontres pour la planète en octobre. Nos équipes ont adoré. Vraiment, j'ai eu que des retours. On a un tiers du cabinet qui fait partie de la fondation. Et du coup, on a monté, donc en septembre 2023, on fait partie de la Fondation de France. Ils nous aident, du coup, c'est eux qui font les dons, qui aident sur la partie budgétaire, fiscale, etc. Je sais pas. Tous les tenants et les aboutissants. Et on a participé sur 2023. Et du coup, le fait faire partie de ce collectif, ça nous a permis d'avoir des associations, que ça soit beaucoup plus facile aussi, puisqu'on ne connaissait pas vraiment le monde philanthropique. Donc, de faire partie de cette journée que vous organisez. On a aussi participé au Mardi pour la planète que vous organisez de temps en temps. Donc, très intéressant. Peut-être vous pourrez en parler aussi. Et on a sélectionné, du coup, on a un comité de sélection qui a sélectionné 10 associations lors des rencontres pour la planète. Et notre COMEX, on a voté pour 4 associations. Et on recommence en 2024. Et donc là, avec 1% du chiffre d'affaires total, puisque en 2023... Voilà, et c'est un super projet et du coup on essaye de participer aux événements. On est accompagné, c'est pas moi qui ai géré tout à fait la relation avec 1%, mais on est accompagné par Lucie ou je sais plus si son prénom, mais en tout cas voilà, on est dans mon équipe. Oui, c'était Fanny peut-être. Oui, Fanny. Voilà, c'est ça, Fanny. Et donc qui nous a beaucoup aidé pour faire partie de ça. Et donc voilà, s'il y a des entreprises qui hésitent. Allez-y, voilà, c'est vraiment, voilà, je trouve que c'est super chouette ce que vous faites et du coup on a hâte des rencontres pour la planète et je sais que j'ai pas pu personnellement y assister mais on m'a dit que c'était très impressionnant, les pitchs aussi, moi j'y ai assisté par internet parce qu'on peut aussi y assister en live et après les promesses de dons qui sont faites, en tout cas la dernière journée il y a des votes, les entreprises et les fondations donnent leur vote et apparemment c'est un moment très fort et j'espère pouvoir y assister en octobre. Merci beaucoup, c'est un super témoignage. Alors c'est le 15 et 16 octobre si vous voulez venir, vous voulez noter ça pour venir ou effectivement assister à distance et vous citiez les mardis pour la planète. On essaye de faire des rencontres mensuelles thématiques environnementales, pitch d'association ou thématiques environnementales, vraiment pour avoir en mode webinaire ultra facile à l'heure du déjeuner. Comme ça donne une accessibilité au sujet. Merci, merci d'être membre du coup. Bonsoir. Alors moi je suis Max Selange et pour travailler pour la forêt, je vous confirme, il y a un certain engouement. Alors ce qui fait plaisir à voir justement sur l'engagement citoyen, il y a pas mal de choses à faire face au changement climatique ou à l'exploitation des ressources forestières. J'avais une question, c'est sur les 10 ans, quel est le projet qui vous a le plus marqué ou la relation mécène-asso?
Donc parmi les 800, il faut que j'en choisisse une. Non, sur lequel vous avez un bon souvenir. Ah, mais j'en ai plein, j'en ai des tonnes. C'est hyper dur. C'est ce qu'ils m'ont posé comme question tout à l'heure là, dans le petit... Et moi, je cite souvent Bloom avec Claire Nouvian, évidemment, la lutte contre la pêche électrique. Reclaim Finance, évidemment, que j'ai cité tout à l'heure. J'aime beaucoup aussi Amandine Renaud, qui a son association PIWAC, qui est lyonnaise. Mais elle est en République démocratique du Congo. Et elle aide la population de chimpanzés et de grands singes. Elle rachète des forêts. Enfin bref, il y en a des tonnes. Certaines sur les semences, la propriété intellectuelle des semences. Enfin, tous les sujets sont passionnants. Il y a de quoi faire. La conservation, la plantation de haies sur les forêts. Enfin, il y en a des tonnes. Je les aime tous, en fait. Le plus dur, c'est d'essayer de choisir. C'est ce que je fais. Si je peux vous donner un conseil concret, c'est quand le 31 décembre, vous avez quelques heures encore pour faire vos dons, pour défiscaliser. Moi, je le fais à 22 heures. Et donc, je vais sur mon site, 1%fortheplanet.fr, et je regarde ceux qui n'ont pas réussi à collecter suffisamment, parce qu'on a des campagnes de crowdfunding avec pareil abondement au moment de décembre, qui est la grosse période. Et du coup, je leur donne et je leur fais bénéficier de l'abondement du 1%. Et donc, je fais ça avec mes enfants. On se met une demi-heure devant l'ordi. On regarde les petits films, parce qu'on met des petits films d'1 minute. Et là, on fait nos dons. Et là, c'est pas forcément par affinité. C'est plus parce qu'elles en ont besoin, en fait. Mais c'est un filtre comme un autre. Je voulais juste savoir, est-ce que vous financez en fait les projets des associations ou le fonctionnement des associations? Les deux. Les deux, d'accord. Les deux, donc c'est plutôt pour les rencontres pour la planète, c'est plutôt en mode projet, parce que c'est beaucoup plus facile de pitcher en 8 minutes un projet devant une cible de 200 personnes qui vont se faire un avis, qui ont X milliers d'euros à distribuer, donc c'est plus facile. Mais on finance aussi notamment en pluriannuel, parce que le plus difficile, et je suis sûre que vous comprenez ce que c'est d'avoir une vision à long terme de son budget. Donc nous, on incite les entreprises mécènes à financer sur 3 ans, et nous-mêmes, on finance sur 3 ans un certain nombre de projets que tous les ans, on annonce. Donc c'est au moment des rencontres pour la planète, on dédie un budget de plusieurs centaines de milliers d'euros uniquement pour des projets pluriannuels. Donc, et ça, c'est pour le fonctionnement. C'est pas du coup pour des projets, c'est pour des associations, mais sur un soutien pluriannuel sur leur fonctionnement. Parce qu'évidemment, il faut financer du staff et leur travail pour que ça continue à vivre. C'est le principal problème aujourd'hui, c'est que tous les appels à projets financent des projets et non pas le fonctionnement des assos. Oui. Et on a un rôle d'éducation de nos mécènes, et ça va faire partie d'ailleurs des webinaires thématiques qu'on va faire auprès des mécènes. C'est pourquoi sortir de l'optique projet et aller vers du financement d'associations. Quand vous avez une association, c'est vrai que je n'ai pas cité, mais que j'adore, c'est Génération Future, sur tout ce qui est pesticides, des sujets hyper sympas, l'empoisonnement des rivières, des légumes, etc. C'est typiquement des associations. Il faut qu'ils aient des fonds tout le temps. Ce n'est que du salaire. J'ai un mécène un jour qui m'a dit en même temps, si on finance des projets où 80% des sommes sont utilisées à des salaires, là, moi, je m'inquiéterais. Je dis, mais non, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Ça dépend des projets, ça dépend des sujets. Et des sujets, c'est uniquement de la matière grise. Quand on fait du plaidoyer, il faut juste des personnes techniciennes et qui sont capables d'aller parler à un parlementaire. Et ça a un coût. Donc, en tout cas, ça va être notre objectif, ça va être de militer pour un financement sur le fonctionnement. Bonjour, merci beaucoup pour l'intervention, j'ai adoré. Super, merci. Je voulais savoir, vous avez parlé beaucoup des TPE, PME, il me semble. Oui. Qu'en est-il des très grandes entreprises, par exemple, qui font plus de 1 milliard de chiffre d'affaires? Je peux penser par exemple à Decathlon, que moi j'admire comme entreprise. Ouais. Quelle est leur position par rapport à ça, et vous, est-ce que vous arrivez à les toucher d'une manière ou d'une autre? Voilà, comment ça se passe? La seule qui soit au-dessus du milliard, c'est Patagonia. Et quand j'y étais, elle était à 250 millions d'euros. Donc elle a beaucoup progressé. Mais il n'y a pas d'autres entreprises de cette taille-là. Mais donc Decathlon, ça fait partie de nos prospects, évidemment. Et on s'est déjà parlé.
Mais là, c'est un process long, et je ne sais pas s'il aboutira. C'est plus compliqué pour toutes ces entreprises. Plus l'entreprise est grande et plus il y a de parties prenantes qui vont prendre la décision, plus c'est compliqué. Donc ça n'arrivera peut-être jamais, probablement jamais même. Et nous, ce qui est très facile, c'est quand c'est un entrepreneur ou une entrepreneuse, ou la plupart de nos entreprises, c'est des entreprises familiales. Léa Nature, ça appartient à Charles Kloboukov. Patagonia appartenait jusqu'à il y a peu à Yvon Chouinard. Il y a quelques décideurs sur les doigts d'une main. Sinon, c'est quasi impossible. Alors, ce que je trouve top, c'est que vous ayez cette crédibilité maintenant, alors peut-être par Yvon Chouinard, je ne sais pas, mais par rapport par votre travail, etc., d'atteindre des entreprises qui sont aussi grosses. Et donc, par exemple, si vous touchez Decathlon, vous faites 10 millions de plus quoi, sur votre apport. C'est sûr. Oui, clairement, ça peut être avec un impact philanthropique énorme. Après, c'est aussi pour ça qu'on a créé des façons d'entrer qui peuvent être sur des gammes. C'est aussi pour laisser l'opportunité des plus grosses boîtes de rentrer dans le principe du 1%. Par exemple, Lavazza, qui possède la marque Carte Noire, ils sont rentrés sur la gamme Carte Noire Bio. Donc c'est quand même le Carte Noire, c'est le plus gros, le metteur sur le marché de café en France en grande distribution le plus important. Et donc ils sont rentrés via leur gamme Bio, évidemment qui a une puissance importante. Et donc c'était la façon de les faire rentrer. Et notre difficulté maintenant, ça va être de convaincre des élargissements de périmètre. Ça aussi, dans la question de la prospection, mais c'est aussi continuer à convaincre des gens déjà un peu convaincus, mais revenir quelques années après en disant est-ce que ça vous a apporté quelque chose ? Si oui, pourquoi pas élargir le périmètre à d'autres marques. Super. Dernière question un peu plus financière. Comment vous financez ? Est-ce que vous proposez aux entreprises de justement donner ce 1% à 1% for the Planet ? Alors, on prend une portion du 1%. Donc, les entreprises, elles donnent 1%, et chaque année, elles nous versent l'équivalent d'une cotisation qui est en fonction d'un barème. Et donc, qui nous revient, qui nous permet de fonctionner. Et ça finance le fonctionnement du 1%. Mais on a... Aux États-Unis, ils ont une portion assez importante de leur fonctionnement qui est financée par du don exclusivement dédié à leur structure. Par exemple, la marque Oxo a financé le fait qu'ils multiplient par 2 le staff. C'était dans le partenariat, c'était de se dire, nous, on ne veut pas financer d'autres associations que vous aider à vous développer. Et ça, on l'a pas fait encore, de manière anecdotique. C'est très, très peu. Et si on compare nos coûts de fonctionnement stricts par rapport à la philanthropie générée, c'est moins de 4% qui est conservé par le 20%. On est tout bon. Parfait. Ah, reste une. Moi, j'ai travaillé dans une banque à Londres à une époque. Et on avait mis pas mal d'obligations vertes. Et on avait un retour des clients de la banque sur une assez grosse problématique pour eux. C'était que l'argent investi dans ces projets avait besoin d'un retour de KPI et d'actions concrètes, essentiellement pour leur marketing évidemment, et leur RSE. Est-ce que vous avez des systèmes particuliers ou des membres qui vous demandent justement de remonter les résultats de ce qu'ils ont financé l'année dernière ? Et est-ce que c'est à votre charge ou est-ce que c'est à l'association, vous la laissez complètement indépendante là-dessus ? Alors il y a 2 réponses. La première, c'est que comme le mécénat est principalement direct, chacun est responsable de son argent. Donc si telle entreprise veut financer telle association, libre à l'entreprise de prendre des risques, d'être en cohésion par rapport à son ADN, etc. Donc ça passe pas par nous. Donc quelque part, nous on est responsable que du fait qu'on les ait mis en relation éventuellement, ou que ce soit une association agréée. Donc on vérifie tous les documents tous les ans, les rapports d'activité, avec un devoir de vigilance quand parfois si quelqu'un sort de ces paramètres-là. Et par rapport, par rapport à votre question, mon élément de réponse aussi par rapport au KPI, ce qui nous est demandé fréquemment, c'est qu'est-ce que peut apporter le 1% ?
il y a quelque chose qu'on mesure. On ne mesure pas tout, hein, mais on mesure la notoriété du 1%, qui peut être, c'est un argument pour un certain nombre de grosses entreprises. C'est de quelle manière le fait d'appliquer le logo 1% va ancrer, va donner une visibilité. Et on est sur une notoriété qui est quand même assez intéressante. C'est 2 Français sur 5 qui connaissent le 1% pour la planète sur une question connaissez-vous 1% for the planet? Donc voilà, 2 Français sur 5 disent oui, étonnamment. J'étais très étonnée de ça. Je trouve ça bien. Et je suis surprise, en fait. Je trouve que c'est beaucoup par rapport à ce que j'ai l'impression de toucher aujourd'hui. Mais sur la cible 35-44 ans, c'est 49, c'est 1 sur 2 quasiment. Donc ça, c'est un KPI qui fait mouche, normalement, surtout sur ces cibles-là. C'est que les entreprises voient que ça peut être un facteur différenciant en termes de notoriété. Oui, ça, c'est un KPI de votre ONG Exactement. À vous, effectivement. Oui. Donc, parce que votre question pouvait être prise de 2 ans. Oui, non, c'est plus de dire, est-ce que vous avez une responsabilité de aussi vérifier que le projet financé ou que vous avez aidé à financer se réalise et remonter une remontée de KPI. Un cas concret, effectivement, pour répondre à une précédente question, il y a un membre qui nous confie une partie de son 1%. C'est un gros montant. Donc, c'est par nos conseils que sont faits les choix philanthropiques. Ça transite par nous. Là, on a une grosse responsabilité, justement. Donc, il y avait, donc là, par exemple, dans les choix philanthropiques, c'était des plantations d'arbres. Et on va voir. On va voir sur le terrain si les arbres sont vraiment plantés, si l'association existe vraiment, est-ce qu'elle a un vrai bureau, des vrais dossiers. Voilà, on vérifie, bien sûr. Et après, de manière générale, les 800, on vérifie, on va dire de manière basique qu'elles existent toujours et leur réputation. Et puis surtout, les messages circulent très très vite. Donc c'est un milieu qui communique beaucoup. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui éventuellement sortirait des clous, on est rapidement mis au courant. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'après on a un process de vérification et on écarte le problème, le temps de vérifier. Voilà. C'est assez classique. Bonsoir. Bonsoir. J'imagine que l'importance de l'image d'1% est très importante pour les entreprises qui sont éventuellement intéressées. La question que je me pose, c'est est-ce que... je suis très surpris par les chiffres que vous venez d'annoncer sur la notoriété ? La notoriété, oui. Franchement, Et moi aussi. Je les trouve vraiment énormes. Ouais. Ma question, c'est est-ce que justement augmenter la notoriété de l'image du 1%, de votre point de vue, c'est plus de votre ressort à vous ou du ressort des entreprises qui y participent ? Quelque part, on délègue une portion de cette augmentation aux entreprises, puisque c'est des millions de produits qui portent le logo. En tout cas, si on parle des membres B2C, un avocat, enfin un cabinet d'avocats sera plus compliqué d'augmenter la notoriété de manière importante pour des questions de nombre de personnes, nombre de parties prenantes touchées. Oui. Oui. En principe, on fournit des outils qui permettent justement à des membres de facilement utiliser leur adhésion au 1%, comme une signature de mail, une signature de site web sur un produit, avec des chartes graphiques, avec des guides de bonnes pratiques, etc. Donc effectivement, c'est plutôt reporté sur eux, mais en leur donnant des outils faciles à utiliser. Et puis la notoriété, c'est une portion aussi sur le placement média, en fait. Là, est-ce qu'on va avoir une agence de relations presse ? Ça peut aider sur la notoriété. Alors la notoriété, je suis d'accord, moi j'y crois pas. Franchement, 2 sur 5, j'y crois pas. Mais voilà, c'est une étude qui est faite tous les ans avec le même mode opératoire. C'est les États-Unis qui font ça avec plusieurs pays.
Donc les États-Unis, les UK, il y a le Japon, il y a la France. Donc à la limite, moi, ce qui m'importe le plus, c'est de voir la progression. C'est plutôt ça. Je vois qu'on gagne des points, donc on ne fait pas trop mal notre travail, on progresse. Mais c'est vrai que 2 sur 5, je trouve ça beaucoup. Voilà. J'ai également une autre question. Alors, ce n'est pas le cœur de votre activité, mais il me semble avoir compris que c'était aussi possible de participer en tant qu'individu. Vous pouvez nous en dire un mot? Alors, oui et non, en fait. Donc, les États-Unis, c'est vrai que ça pourrait répondre à une de tes questions. Les États-Unis avaient testé l'adhésion individuelle. Et nous, on s'était posé la question, est-ce qu'on fait ça? Et comme on a toujours été une beaucoup plus petite équipe que les Américains, on s'était dit, bon, on va voir, parce que c'est hyper chronophage de s'occuper d'individus. Et en gros, au moment où on commence à se poser sérieusement la question, les Américains sont sortis de ce principe-là. Donc, du coup, on n'est même pas rentré. Donc, on a accepté des adhésions individuelles de gens qui sont venus vers nous en disant « je veux absolument adhérer ». On n'a pas refusé, mais on n'est pas dans une démarche proactive d'adhésion individuelle. Nous, on touche les individus plutôt dans la sensibilisation sur le don, avec le principe de l'abondement, et sur plutôt le fait de démultiplier leurs dons. Mais aujourd'hui, avoir des adhésions à titre individuel, c'est plus compliqué. Alors, c'était sur le salaire, hein, les gens y mettaient 1% de leur salaire. Sauf que du coup, on n'allait pas aller vérifier le salaire, du coup, c'était plutôt du déclaratif. Et aujourd'hui, on n'a pas le staff pour faire ça, en fait. Ça serait bien qu'il y ait plus d'argent pour la cause environnementale, mais là, on ne peut pas. On n'y arrivera pas. Mais merci. On est tout bon. Parfait. Eh ben, Isabelle, un grand merci pour ton temps. C'était génial. Merci à toi. Merci à vous. Merci Adrien.